Ok. Donc, merci à tous et toutes d'être venus. Aujourd'hui, on est ici sur un topo qu'on a voulu proposer sur les réarmements démographiques et le rôle de la famille. Pourquoi faire un topo sur les réarmements démographiques? La phrase de Macron a beaucoup fait parler, mais elle nous met face à seulement une parmi les autres idées réactionnaires qui sont en train de prendre trop la place dans la période. Au-delà de l'amplification du discours de la guerre et la préparation dans tous les plans idéologiques à se battre dans des fronts de bataille, la phrase a choqué pour l'attaque directe aux droits reproductifs qui ont coûté des énormes efforts pour acquérir et maintenir. La phrase a mis aussi sur le devant de la scène que la famille est le lieu où on commence à se préparer à la guerre, en faisant des enfants et en se reproduisant. Nous nous sommes intéressés à l'institution de la famille, et moi particulièrement, sur le poids qu'elle a en tant qu'institution dans notre société occidentale, et plus spécifiquement en France au XXIe siècle. J'ai eu un fort choc culturel en arrivant en France, dans mon premier Noël de travail dans les bureaux. La place qu'il y avait dans la conversation quotidienne sur les cadeaux, sur aller voir la famille, et les regards des gens quand je disais que j'allais pas retourner à mon pays pour Noël, comme ça. Oh, toi pas la famille pour Noël. Les étonnements des collègues quand je disais que les cadeaux de Noël avec moi et mon mari, c'était pas quelque chose de spécial ou de principal. Genre, c'était comme, vous faites pas de cadeaux. Un mois de janvier où les gens racontent toutes sortes d'histoires horribles d'avoir vécu pendant 2 semaines à la famille, d'avoir regretté d'y être, mais ils le font toujours chaque année. Nous ne sommes pas les premiers à nous intéresser au rôle de la famille dans notre société. Dans la tradition marxiste, Engels a aussi été intéressé sur comment l'humanité est arrivée au stade d'organisation de la production de son époque et les liens qu'il y avait entre ça et les types d'organisation familiale. Pour certains parmi vous qui ont été déjà tout à l'heure au chapitre Lénine, peut-être il va y avoir des choses qui vont être redites. Je m'excuse. Dans son livre « L'origine de la famille, la propriété privée et l'État », Engels nous présente un lien entre les structures économiques et politiques et la configuration familiale des différentes sociétés, se basant dans des travaux disponibles pour lui dans le XIXe siècle, comme celle de Morgan ou celle de Wachofen sur l'hypothèse du matriarcat. Selon Engels, qui suit Morgan, il y a eu 3 stades préhistoriques de la civilisation, ce sont les mots du texte, qui sont maintenant remis en question ou actualisés, mais on va rester sur le vocabulaire du XIXe siècle pour l'instant, à savoir l'état sauvage, la barbarie et la civilisation. Le franchissement d'une étape à l'autre a impliqué des avancements dans les moyens de survie des êtres humains et les permettre de mieux vivre, mieux manger et de cette façon se développer jusqu'à point de l'appeler civilisation. Il a été une clé énorme pour la civilisation et une conquête de l'humanité, la possibilité d'enlever les animaux, cultiver les plantes et pas seulement les récolter. Ce qui est un marqueur du passage de l'état dit sauvage à la barbarie, avec aussi l'utilisation de la poterie. Dans un état plus avancé, nous arrivons à l'état de la civilisation comme une période où l'élaboration supplémentaire des produits naturels, les périodes industrielles, et on commence à voir aussi la production de l'art. Tout ça dans les mots de Engels et Morgan. Il est profondément intéressé, Engels, par les passages entre la barbarie et la civilisation et les conséquences de ce passage sur l'institution familiale. Je vous fais des spoilers. La famille patriarcale, hétérosexuelle et monogame qui est défendue comme institution dite naturelle socialement n'est qu'une forme récente dans des termes de l'histoire humaine. Les études montraient à l'époque que la forme de mariage la plus ancienne relève du mariage par groupe. Selon Engels, dans ce type de structure, il y avait très peu de la place à la jalousie, parce qu'avant l'établissement de la famille conjugale monogamique et, moi j'ajoute, hétérosexuelle que nous connaissons aujourd'hui,
Il y a eu des formes familiales de polygamie accordées aux hommes et apparemment aussi, mais peut-être après il était dit que peut-être pas autant, des polyandries accordées aux femmes. Engels présente des étapes de développement de diverses formes de la famille, commençant par la famille consanguine, qui a été succédée par la famille Punaluen et qui a été remplacée par la famille appareillée, qui est l'antécédent de la famille monogamique. En faisant vraiment de la vulgarisation de l'anthropologie, et franchement pour celles qui en étaient tout à l'heure, ça va pas être de ce niveau, les passages de la famille consanguine à la famille Punaluen est donné par le tabou de l'inceste, qui est reconnu aussi comme un marqueur d'avancement de la civilisation et qui est trouvé assez rapidement dans différents groupes sociaux. Dans la famille Punaluen ou dans les mariages par groupe, nous n'avons pas la certitude sur qui est le père d'un enfant, mais nous avons la certitude de la filiation maternelle. Donc, seulement la filiation maternelle est reconnue. Ce type de mariage et la configuration familiale qui en découle est liée à une forme d'économie communiste primitive. La famille appareillée qui a succédé la famille Punaluen entraîne l'établissement d'une forme de couple, plus ou moins par des périodes stables, mais pas au même niveau que la stabilité de la couple qu'on voit dans nos sociétés actuelles prétendues. Et donc, je me permets de lire directement de Engels. La famille appareillée, trop faible par elle-même et trop instable pour rendre nécessaire ou seulement désirable une économie particulière, ne dissout pas nullement l'économie domestique communiste, héritée des temps antérieurs. Mais l'économie domestique communiste signifie la prédominance des femmes à la maison, tout comme la reconnaissance exclusive de la mère en personne, étant donné qu'il est impossible de connaître avec certitude qui est le père. Elle signifie une très haute estime des femmes, c'est-à-dire des mères. C'est un des idées les plus absurdes qui nous a été transmis par les siècles des Lumières, l'idée selon laquelle la femme, à l'origine de la société, a été l'esclave de l'homme. Chez les sauvages et tous les barbares du stade inférieur et du stade moyen, et même en partie chez ceux du stade supérieur, la femme a eu une situation non seulement libre, mais fortement considérée. Donc la famille monogamique correspond à la civilisation, de la même façon que la famille consanguine correspond à l'état sauvage, et la famille appareillée correspond à l'état de la barbarie. En Europe, avec l'introduction de l'élevage et la création de la richesse et de l'accumulation, la question qui se pose a été la préservation de dites richesses dans la forme familiale. À ce moment, et je cite Engels, les passages du droit maternel de filiation au droit paternel foutent la grande défaite historique du sexe féminin. L'homme passe à tout contrôler à la maison, car la familia, dans son étymologie, est l'ensemble des esclaves qui appartiennent à un même homme. Et la femme commence à faire partie des dites esclaves, livrée au pouvoir discrétionnel de l'homme pour assurer sa fidélité, qui établit la ligne successoire et la ligne de qui va pouvoir hériter. La constitution de la famille monogamique n'est pas le fruit de la mort sexuelle individuelle et exclusive qui est présentée dans les histoires Disney, mais bien des raisons économiques et de la structure de production d'une société déterminée à un moment donné. Et très concrètement, les passages de la propriété privée communale primitive d'un groupe large de personnes à la propriété privée, selon Engels. Cette passage en force de la monogamie, qui est concomitante avec l'établissement de l'esclavage, mérite, à mon avis, une précision sur le caractère de cette monogamie. Elle est fortement exigée aux femmes, mais les hommes possédant des esclaves n'étaient pas obligés et forcément tenus à la monogamie sexuelle que nous connaissons dans nos jours. À ce moment, et toujours selon Engels, nous avons la première opposition des classes, celle de la division du travail reproductif faite par la femme, sur laquelle se pose par la suite une oppression des hommes sur les femmes dans la cellule familiale. Mais des siècles après cette défaite, qui n'est pas attribuable à la bourgeoisie, elle n'existait pas en tant que classe à ce moment,
Et avec la prise du pouvoir de la bourgeoisie et la modification de l'antagonisme des classes qui règne jusqu'à nos jours, Engels témoigne des divergences entre la famille bourgeoise, fort reproducteur de la famille monogamique, et la famille prolétaire. Les bourgeois sont toujours, à l'époque d'Engels toujours, tenus à la préservation du capital et donc au mariage pour des raisons économiques. Tant que dans le prolétariat, la femme était, selon Engels, moins contrainte de rester et plus libre dans les choix de mariage. Et je cite, « Depuis que la grande industrie, arrachant la femme de la maison, l'a envoyée sur le marché du travail et dans la fabrique, toute base a été enlevée dans la suprématie masculine, sauf peut-être encore un reste de la brutalité envers les femmes qui est rentré dans les mœurs avec l'introduction de la monogamie. » Pour en finir, de mon côté, l'exposé des idées de Engels sur la famille et passer un peu à l'actualité de cette institution, Engels croyait qu'avec la finalisation des antagonismes des classes et l'abolition de la propriété privée, la famille monogamique patriarcale cessera d'exister, car son but social de transmission n'existera plus. Des générations qui auront pu naître sans ces conditionnements vont savoir quel type de lien familial ils vont librement établir. Ouais. Merci. T'inquiète, je vais m'en sortir. Ouais, donc la famille, Daniela l'a bien montré, se modifie et s'adapte en fonction de la société et des conditions d'existence. La famille médiévale, elle n'est pas tout à fait la même que la famille antique, qui elle-même n'est pas pareille, n'est pareille à aucune. Un petit peu moins vite. Le topo va durer 5 heures, mais oui, pas de souci, je vais aller moins vite. Donc oui, la famille antique elle-même n'est pareille à aucune famille préhistorique, bien que chacune soit issue de la précédente et en tire forcément un peu du coup des restes. Et bien sûr, dans son essor, la bourgeoisie portait une structure familiale bien à elle qui s'impose au monde entier. Bon, la première des choses à dire, c'est que la famille a pris une sacrée claque avec l'arrivée du capitalisme. La bourgeoisie a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations de la famille et les a réduites à n'être que des simples rapports d'argent. La famille, dans sa plénitude, n'existe que pour la bourgeoisie, mais elle a pour corollaire la suppression forcée de toute famille pour le prolétaire et la prostitution publique. La grande industrie détruit tout lien de la famille pour le prolétaire et transforme les enfants en simples articles de commerce, en simples instruments de travail. Toutes ces phrases-là ne sont pas de moi, elles sont tirées du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, qui ne manque pas de mots pour décrire l'évolution que subit la famille dans le capitalisme. À un pôle, la famille bourgeoise, celle donc du bourgeois, en apparence, mais en apparence seulement famille propre sur elle, avec le bourgeois honnête qui travaille, la bourgeoise honnête qui assure la progéniture honnête aux bourgeois, et donc à l'autre pôle, la famille prolétaire déliquescente, où le prolétaire vend femmes et enfants à la grande industrie pour augmenter le revenu familial. Donc effectivement, une famille qui se porte pas forcément très bien. L'ancienne division sexuelle du travail que des millénaires de patriarcat et de sociétés de classe avaient forgée se trouvait sans justification. L'ancien marché, déjà un peu une arnaque, entre l'homme ramenant de quoi vivre et sa femme gérant le foyer domestique, c'est présenté un peu caricaturalement évidemment, ce marché-là était rompu dès lors que la femme franchissait la porte de l'usine. Il faut quand même noter que ce que ça a de quand même fondamentalement révolutionnaire, ce truc-là, du rôle du capitalisme là-dedans, quoi. Pour la première fois, s'entrevoyait la possibilité, tout simplement, de l'abolition de la famille. Les femmes, au moins celles du prolétariat, n'avaient théoriquement plus besoin d'un homme pour obtenir de quoi vivre, même si, dès le début, et dans des proportions bien plus grandes encore qu'aujourd'hui, le salaire d'une femme était bien inférieur à celui d'un homme. En effet, vu comme une travailleuse moins compétente et son salaire comme un appoint au revenu principal du foyer, c'est-à-dire au revenu de l'homme, les bourgeois pouvaient justifier les salaires ridicules des femmes, de façon analogue évidemment le salaire ridicule des enfants,
puisqu'on faisait travailler les enfants, un bon moyen d'avoir recours à une main-d'œuvre bon marché et de faire pression sur les salaires en général, au point que bientôt d'ailleurs, en fait d'appoint pouvant améliorer la situation économique du ménage, le travail des femmes et des enfants devint nécessaire pour s'en sortir tout simplement. Le capitalisme maintenait l'intérêt de la famille pour le prolétariat, au moins pour des motifs économiques. C'est plus simple quand tu as 4 revenus plutôt qu'un seul. Mais en faisant des femmes des prolétaires comme les autres, je le disais, le capitalisme a quand même rendu caduque ce marché de la division sexuelle du travail. Le marché, c'est cette entente, hein, pas le marché, enfin vous avez compris. Pour autant, cette division, elle n'a pas volé en éclats, on le constate encore aujourd'hui. Dans le couple, les tâches ménagères sont encore majoritairement gérées par les femmes. Je ne pense pas apprendre grand-chose à qui que ce soit, mais bon. À titre d'exemple, d'après l'Observatoire des inégalités, 8 femmes sur 10 s'occupent du ménage et de la cuisine au moins 1 heure par jour, contre 4 hommes sur 10. 54% des femmes y consacrent 4 heures, pour 38% des hommes. Donc une belle arnaque quand même pour les femmes qui se retrouvent, comme le veut la formule, avec une double journée de travail. Bon, en faisant des femmes des prolétaires, le capitalisme il a aussi permis autre chose. Il a permis aux femmes de se réunir par centaines, parfois par milliers, dans des usines et autres lieux de travail. Elles y ont découvert que leur situation n'était pas unique, mais au contraire commune à l'écrasante majorité des femmes, qu'elles partageaient donc une expérience d'oppression commune, une injustice perpétrée contre leur genre entier, mais elles se sont aussi rendues compte de leur force en tant que productrices, y compris à l'égal des hommes qu'elles ont commencé à côtoyer plus largement à l'usine, leur force aussi en tant que membres de la classe ouvrière, capables collectivement de faire plier le patron, l'État et le patronat, et peut-être encore plus au début où seules les femmes travaillaient... au début, là où seules les femmes travaillaient, du fait de la division sexuelle au sein de la production capitaliste, elles ont pu faire émerger des revendications de prolétaires, mais aussi de femmes. C'est bien en partie parce que le capitalisme a jeté dans la grande industrie des millions de femmes que le féminisme a pu se développer. Merci quelque part le capitalisme pour ça. Notamment un féminisme ouvrier, très vite lié au marxisme. Et c'est parce que les femmes ont su imposer des revendications de femmes ouvrières que de nombreuses avancées ont pu avoir lieu à l'usine comme au foyer. De fait, depuis que le capitalisme s'est imposé à travers le monde, la famille a encore évolué. Elle s'est adaptée. Le modèle nucléaire très resserré qu'on connaît aujourd'hui beaucoup en France, et je me suis perdu... Oui, tout à fait. Et qui nous frappe aujourd'hui par son évidence. Voyons, une famille, c'est 2 parents et 2 enfants, ou 1 et demi, parce que je crois que c'est les chiffres actuels. Ce n'est pas le même modèle que pour certains nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont connu, notamment ceux qui vivaient à la campagne, ou vivaient parfois sous le même toit de façon assez normale, 3 générations. Petit exemple personnel, ma grand-mère, elle avait eu une dizaine d'enfants, seulement 2 avec mon grand-père, une seconde union, ce qui déjà était très choquant à l'époque. D'autant qu'en plus, elle était son aînée à mon grand-père, donc c'est un peu un truc de fou. Et dans leur maison, il y avait effectivement 3 générations qui cohabitaient, les grands-parents, les parents et les enfants. Dans la majorité des cas, c'est pas du tout ce qu'on se représente aujourd'hui comme famille. Ni, heureusement, avec autant d'enfants, merci la contraception, ni en vivant avec nos parents jusqu'à je sais pas quel âge, heureusement. D'autant plus que souvent, il faut partir loin pour les études, pour trouver du boulot. Qu'en ville, c'est quand même déjà compliqué de se loger tout seul. Alors, avec 4 grands-parents, les oncles, les tantes, machin, je vous raconte pas le bordel. Bon, pourtant, notre modèle, c'est pas non plus la structure qu'on connaît partout dans le monde. Pour certains de mes collègues, on en discutait il n'y a pas encore très longtemps, la famille, c'est là aussi une grande maison avec 3 générations, des oncles, des tantes, des cousins. Moi j'ai un contact du NPA qui me racontait que là d'où il venait, tout le village avait un peu le rôle de famille, qu'un enfant dans la rue il est sous la responsabilité de chacun, et qu'une aide peut venir de beaucoup de gens qui d'une certaine manière flouent, et volontairement je pense flouent, c'est des gens qui sont de la même famille.
Bon, c'est vrai que c'est un truc qui nous étonne un peu. Moi, si je vois un enfant dans la rue, je me dis pas, ouais, c'est un peu la famille, quoi. Enfin, bon, non. Il notait d'ailleurs que ce modèle-là, il était encore très vrai dans les villages, mais que les grandes villes tendaient de plus en plus à s'en éloigner. Est-ce que c'est l'influence du modèle culturel occidental ou une nécessité induite par le capitalisme ? Sans doute les deux, hein, honnêtement. Donc bon, si aujourd'hui la famille s'attend à être des parents et leurs enfants, c'est plutôt très récent comme truc et ça n'a pas toujours, enfin ça ne s'est toujours pas imposé partout. Mais même ce modèle-là, il se délite. L'explosion du nombre de familles monoparentales, principalement des mères seules, tout à la fois gestionnaires du foyer et source de revenus de la famille, ce simple fait-là de l'augmentation de leur nombre tend à montrer que le modèle familial il n'est pas si solidement installé que ça dans la classe ouvrière notamment. La société capitaliste, elle semble de plus en plus tendre vers une remise en cause de la famille, voire son extinction. Yes. Par ailleurs, même au niveau ménager, la famille quelque part se délite. Le temps réservé aux tâches ménagères pour les femmes s'est réduit peu à peu. Alors, certes parce que les hommes ont pris en charge une partie des tâches, très bien, mais aussi parce que l'introduction de plus en plus importante d'électroménager, et y compris dans une certaine mesure, parce qu'il y a une marchandisation, une externalisation de certaines tâches, notamment le recours à des aides à domicile qui certes sont majoritairement des femmes, mais prennent une part des tâches jusque-là majoritairement effectuées par la femme du couple. Et non plus, et donc là, c'est des gens qui sont extérieurs au couple et à la famille. Et qui les faisaient gratuitement. Et qui le faisaient gratuitement, c'est tout à fait juste. Pourtant, malgré la remise en cause de la division sexuelle du travail, malgré le développement d'un courant féministe et malgré la possibilité progressivement acquise par les femmes de s'en sortir un peu seules, la famille est toujours un élément central de la vie des êtres humains. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'il est naturel de fonctionner ainsi ? Bon, ça peut ne pas paraître absurde au premier abord, mais en fait, ça pose quand même pas mal de questions. Parce que si on réfléchit un peu, il serait naturel de fonctionner en famille, même si la famille en soi, c'est un truc qui varie tellement dans l'histoire, qu'il y a des bouleversements tellement considérables, au point qu'il semble presque que la seule chose que tous ces modèles d'organisation ont en commun, c'est de s'appeler famille. Bon, on voit pas comment ça pourrait être naturel, quoi. Alors peut-être que c'est simplement super de vivre en famille et qu'il faut bien être des marxistes à moitié barges pour vouloir abolir la famille. Après tout, pourquoi nous on souhaite la fin ? Alors bon, ça va être la partie un peu pas très agréable du topo à faire et à entendre. Mais derrière la devanture tout à fait charmante que nous offre la famille, la réalité elle est quand même des plus terribles. La famille, au-delà de la question des tâches ménagères qu'on a déjà évoquées, c'est aussi le lieu de violences très nombreuses. En France, en 2023, on a pu recenser 103 féminicides perpétrés par des conjoints ou des ex. 18 enfants ont été tués avec leur mère, sans compter évidemment toutes les femmes assassinées alors qu'elles étaient enceintes. 24 autres enfants ont été témoins directs ou indirects du meurtre de leur mère. 124 sont orphelins, toujours en 2023, orphelins de leur mère. Et régulièrement aussi de leur père parce que celui-ci se suicide après son crime. Bon, dans la même année, une seule femme, pour faire la comparaison, a tué sa compagne et 11 femmes ont tué leur compagnon et dans 4 cas au moins, elles étaient en situation de légitime défense. En 2022, 82% des morts au sein du couple étaient des femmes et 31% étaient déjà victimes de violences avant, au moins. La même année, donc 2022, 23 femmes ont tué leur partenaire, 9 d'entre elles avaient déjà été victimes de violences par ce partenaire. En 2023, on revient en 2023, 26 infanticides ont été perpétrés par le père, 3 par le beau-père et 12 par la mère. Dans le cas des dernières, c'est souvent des enfants, des néonaticides, donc c'est des enfants qui viennent de naître qui sont assassinés, régulièrement perpétrés par des femmes désespérées qui n'ont pas désiré avoir d'enfants mais se sont retrouvées un peu acculées et sans moyen d'interrompre leur grossesse. En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 74 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques, sexuelles et ou psychologiques commises par leur conjoint ou ex-conjoint est estimé à 321 000 femmes. 21% des agressions sexuelles, viols et tentatives de viol sont commises par le conjoint.
Le nombre d'incestes par année est estimé à 160 000 enfants, du coup, victimes, c'est-à-dire 81% des agressions sexuelles sur des enfants. Un Français sur 10 a été victime d'inceste dans sa vie, enfin dans son enfance, du coup. Je vais m'arrêter là avec les chiffres. Il y en aurait évidemment beaucoup d'autres, mais je pense que c'est suffisamment éloquent et lourd comme ça. Voilà exactement ce que c'est la famille. Voilà le lot d'horreur qu'elle implique aussi en son sein. Alors, si malgré tout la famille se maintient, à quoi est-ce dû ? On pourrait supposer que c'est juste une survivance du passé, que c'est... Enfin, franchement, c'est pas absurde, quoi. Mais bon, bien sûr, oui, il s'agit d'un héritage culturel et historique qu'on se traîne à la cheville. Mais la question demeure, pourquoi ce truc-là, il est resté quand tout un tas d'autres traditions, tout un tas d'autres trucs ont disparu ? En fait, parce que malgré tout, la famille, elle est utile. La famille, d'abord, c'est utile à la bourgeoisie, et ça, tu l'as un peu expliqué quand même, parce que, comme n'importe quelle classe dominante, ça lui sert à maintenir sa propriété privée et l'héritage. Important, du coup. Les capitalistes ne pourraient pas se maintenir en tant que classe sans léguer à leur descendance leurs entreprises, leurs actions, leurs propriétés en tout genre. Mieux encore, l'héritage, c'est ce qui permet au capitalisme de se développer, car en restant dans les mains de quelques familles, il s'accroît bien mieux que si on le redistribuait toutes les richesses à l'ensemble de la population à chaque décès de grands bourgeois. Bon, mais l'immense majorité de la planète, vous me direz, c'est quand même pas des bourgeois. Enfin bon. Alors pourquoi la famille, c'est pas un truc juste de grands riches bourgeois, une excentricité un peu bizarre aux yeux des milliards d'ouvriers qui voient ça ? Car après tout, le prolétaire est justement celui qui ne possède rien, sinon sa force de travail, et qui n'a donc pas grand-chose à léguer. Alors certes, une bonne partie des prolos aujourd'hui en France possèdent un peu de biens, c'est vrai, une maison ou autre qui peuvent vouloir léguer à leurs enfants, ce qu'on comprend, mais bon, il s'agit déjà d'une minorité d'ouvriers en France, dans le monde, pardon. Et puis si aujourd'hui c'est le cas, il semble peu sérieux de penser que depuis le 19e siècle et jusqu'à, on va dire, la moitié du 20e siècle, la famille se soit maintenue en France chez les prolétaires dans l'unique objectif d'un jour peut-être être le moyen de léguer une petite maison que les enfants revendront dès l'héritage touché. Ça paraît un peu étrange, quoi. Mais en fait, la famille, elle est aussi utile aux prolétaires. Malgré tout, hein. Voilà. Seul un prolétaire ne peut compter que sur son revenu, ce qui limite ses moyens et limite aussi la qualité de son existence. S'il perd son boulot, c'est foutu, quoi. Sa situation, elle devient extrêmement précaire. En couple, les revenus cumulés, ils permettent à deux prolétaires d'améliorer leur vie commune, un meilleur logement, un accès à des loisirs, moins de temps passé aux tâches ménagères. Bon, surtout les hommes, du coup, sont débarrassés de ce truc-là. Voilà. Moi, quand mes collègues ils me parlent de leur couple, bien souvent, j'ai régulièrement l'impression que certains, ils restent avec leur femme. Pas parce que c'est l'amour fou, honnêtement, car visiblement ils se supportent qu'à petite dose et que ça a l'air réciproque, mais pour maintenir un certain niveau de vie. Et pour les enfants, parce qu'il y a ça aussi, c'est un petit détail, car bien sûr le couple est souvent la seule possibilité d'avoir et d'élever un enfant, voire plusieurs, et à pas trop cher. Tout simplement, encore une fois, les galères des mères célibataires témoignent assez bien à quel point le couple est généralement une condition nécessaire pour avoir relativement sereinement des enfants. Des enfants qui, certes, ne sont plus, en tout cas en France, une source de bras pour l'industrie et donc de revenus rapides pour le foyer, en tout cas pas avant 16 ans, mais c'est quand même aussi un peu un investissement quand on sera plus capable de vivre seul. Ce sont les enfants qui, alors, au choix, se tournent vers les maisons de retraite ou accueillent, pour ceux qui le peuvent, leurs vieux parents à la maison. Car aujourd'hui, la famille sert de premier lieu de solidarité, et c'est un peu ça le truc central, quoi. C'est d'abord et avant tout, en général, sur sa famille qu'on compte en cas de coup dur. En cas de souci, c'est d'abord la sphère familiale qui gère les problèmes. L'un des témoins de ça, c'est un peu ce qu'on appelle les enfants boomerang. Ces gens qui, devenus adultes et ayant quitté le domicile parental depuis un moment, face à des galères, perte de boulot, de logement, une rupture, loyer trop élevé, sont obligés de retourner chez leurs parents, et ce, pour au moins plusieurs mois, voire des années. Sans la structure familiale, la vie de nombreux prolos serait bien plus compliquée, voire parfois intenable. Le prolétaire, il a besoin de la famille, à la fois car le capitalisme lui impose comme une nécessité de s'associer à d'autres pour satisfaire ses besoins,
et ne garantit aucune structure de solidarité. Évidemment, il n'a aucun intérêt à assurer, donc le bourgeois n'a aucun intérêt à assurer la satisfaction de tous les besoins du prolétaire, sinon il ne retournerait pas à l'usine, quoi, une fois qu'il a tout. Voilà. Mais même, la famille prend en charge des tâches nécessaires à la société, mais onéreuses. Élever un enfant en France, de ses 0 à 20 ans, mettons, ça coûte par famille 180 000 euros, soit 9 000 euros par an apparemment, ou alors je me suis planté dans le calcul, mais ça n'a pas l'air déconnant. Avec 16 millions d'enfants, on serait à 144 milliards d'euros nécessaires pour élever des enfants en France. Un coût qui est principalement du coup supporté par les familles. Et c'est pas par impossibilité matérielle que la société ne prend pas en charge cette tâche. L'instruction, est largement gérée par l'État, donc l'école, tout ça, et les maisons d'enfants à caractère social ont repris le taf des orphelinats pour l'éducation d'enfants dont aucune famille ne peut s'occuper ponctuellement ou durablement. De la même manière, le placement en EHPAD d'un parent est principalement à la charge de sa famille. Le code civil l'impose même. Outre le fait que l'éducation des enfants et la prise en charge des plus vieux pèsent sur les individus au prétexte de liens, de parenté, voilà, plutôt que d'être prise en charge collectivement, elle implique évidemment que la famille, au-delà même de la question de l'héritage, maintient et développe les inégalités entre les individus en fonction de leur origine sociale. C'est pas vraiment une grande révélation, certes, je le sais bien, mais faut quand même un peu le noter. La société capitaliste fait le choix de maintenir dans la misère les enfants des pauvres et les prive de tout un tas de jouissances auxquelles les enfants de bourgeois ont, comme de droit, accès à n'importe quel moment de leur vie, quoi. Encore une fois, je sais que c'est pas d'une grande transcendance, mais il faut le dire, la famille participe largement à imposer et à faire accepter comme logique notre appartenance de classe. Comme logique et naturelle, quoi. Bon, mais du coup, effectivement, la bourgeoisie a tout intérêt à maintenir la famille, pour elle et pour le prolétariat. Ça naturalise les classes sociales, ça permet l'héritage, ça fait supporter aux individus la charge de nombreuses solidarités, et ça permet de maintenir le patriarcat, très utile au capitalisme pour diviser les travailleurs et pour peser sur les salaires. Car bien sûr, les femmes sont toujours bien moins payées que les hommes, une situation aggravée par leur surreprésentation dans les temps partiels. Bon, alors j'ai un chiffre que de 2011, je suis désolé, mais dans le couple, une femme contribuait donc en 2011 à 36% du revenu en moyenne, une différence qui s'accentue avec l'âge. Donc plus les femmes vieillissent, moins elles participent au revenu du ménage, et donc plus l'homme participe. Je recommande comme ça au passage le visionnage du Cache Investigation sur la question qui a le mérite au moins de donner des informations intéressantes, même si politiquement il y a des choses à revoir. Désolé Élise Lucet. Dans cette logique, il est évident qu'en cas de besoin, les femmes quittent plus facilement leur boulot pour par exemple s'occuper d'un gosse ou d'un proche malade, ce qui bien sûr affecte en retour leur carrière et les rend de plus en plus dépendantes de leur mari et fait rejaillir donc la division sexuelle du travail régulièrement. Et en période de crise, bah oui, ce sont les femmes qui sont les premières victimes, souvent les premières à perdre leur boulot. C'est aussi en période de crise que les discours réactionnaires se font le plus entendre et la famille est donc l'un de leurs terrains de prédilection. Je ne vous refais pas le couplet sur le triptyque vichiste travail, famille, patrie, ni sur les 3 K, Kinder, Küche, Kirche des nazis, qui destinaient donc les femmes aux enfants, à la cuisine et à l'église. C'est un super programme. Mais plus récemment, on a bien sûr eu ce député RN qui proposait sa super solution au problème des retraites. Bah oui, on va pousser les femmes à faire des enfants. Et oui, comme ça, il y aura plus de travailleurs, donc plus de gens pour payer des cotisations, donc plus de problème des retraites. Alors, bon, en même temps, au RN, on a coutume de vouloir renvoyer les femmes à la maison. En témoigne l'obsession de certains pour la mère au foyer. Ah, c'est si beau, voilà. Sous couvert de politique nataliste, ce qui déjà est un peu dégueulasse, dont l'effet d'ailleurs reste à prouver, le RN véhicule l'idée d'une famille fantasmée, d'une femme heureuse de s'occuper de la bouffe et du ménage, attendant amoureusement le retour du travail de son mari, le tout évidemment entouré d'enfants. Voilà, donc je précise d'ailleurs pas la couleur, c'est évident pour le RN. Mais bon, voilà, pour le RN, c'est pas très surprenant comme truc.
Mais forcément, quand c'est Macron qui nous parle de réarmement démographique, on constate qu'il part quand même chercher assez loin pour chasser sur les terres de l'extrême droite. L'IVG dans la Constitution, mais des bébés par million, c'est un super programme que nous vend donc Macron. Pas du tout contradictoire. Et dans le registre des défenseurs de la famille, je suis désolé, ne pas parler du syndicat de la famille. Je ne sais pas si ça vous parle, le syndicat de la famille. C'est vrai que c'est pas le syndicat qu'on voit le plus en manif. Et pourtant, c'est quand même eux qui en organisaient une très connue, une grande messe des réactionnaires de compète, quoi, des religieux aux monarchistes, en passant par les fachos et les mascus, la parade des Vauquier et des Christine Boutin, la Manif pour tous. Car oui, en 2023, la Manif pour tous, le collectif, pas l'événement, a fêté ses 10 ans d'existence, bravo à eux, et sont donc devenus, pour fêter ça, le syndicat de la famille. Et alors, je vous conseille le site, c'est incroyable, tout y est vraiment, bien sûr, du mariage gay au wokisme, en passant par les transitions de genre, la PMA, l'éducation sexuelle à l'école, la fin de vie, vraiment, tout ce qui peut représenter une remise en question de la famille traditionnelle, pour peu que ça ait vraiment du sens de parler de famille traditionnelle, on l'a vu, hein, mais bon, tout doit être combattu. Bon bah ouais, encore une fois, vous me direz, ouais, c'est des cathos qui citent valeurs actuelles. On va pas s'étonner qu'ils aient des idées de réac tout pourries. Rien de très surprenant, vous me direz. Bon, ça aussi c'est vrai, mais permettez-moi de vous rappeler quel était leur slogan en 2013. Un papa, une maman, on ment pas aux enfants. Et qui nous a ressorti ça récemment ? Macron, eh oui, Macron, voilà. Au-delà de l'insulte faite aux familles homoparentales et aux mères célibataires, il nous lâche donc dans le plus grand des calmes qu'il y a vraiment besoin d'un père, d'une figure paternelle. Tout ça pour défendre un devoir de visite des pères en cas de séparation. Pas sûr que le cas des pères violents... oui, j'ai pu t'inquiéter. Ouais. Pas sûr que dans le cas des pères violents, cette obligation soit la meilleure des idées, ni même que le principal problème pour une famille homoparentale qui bien souvent ont du mal à joindre les deux bouts, voire sont carrément sous le seuil de pauvreté, que leur problème majeur donc ce soit le manque de prétendues figures paternelles dont on peine à prouver la nécessité. Parce qu'il n'y en a pas. Mais même la gauche, je trouve quand même, elle patine un peu sur la question de la famille. Certes, ils ne sont pas encore à citer le RN et la Manif pour tous. Encore que je ne sais pas trop ce qu'a dit Roussel récemment, il faudrait vérifier. Mais même quand elle s'aventure sur ce sujet, je la trouve quand même assez timide. Il n'est certainement pas question d'en finir avec la famille, mais plutôt de la faire évoluer d'une certaine manière pour la perpétuer. Le Pacs, puis le mariage gay, puis la PMA pour toutes, puis l'aide financière aux familles monoparentales. Bien sûr, on ne va pas s'y opposer, évidemment. Voilà. Mais de fait, il faut bien admettre un truc, c'est qu'il ne s'agit pas de lutter contre le mariage, contre la famille, tout ça, d'avancer vers sa fin, ou de développer des modes d'éducation collective qui permettraient à tous et surtout à toutes de participer, à toutes et tous de participer à l'éducation des enfants et surtout de libérer les femmes de leurs tâches ménagères et de mères. La gauche, elle n'agit donc pas contre la famille, mais plutôt pour la multiplication des types de familles. De toute façon, en restant dans le système capitaliste, il serait assez optimiste de vouloir réellement remettre en question la famille. Encore une fois, le capitalisme a besoin de cette famille. Mais bon, oui, si le capitalisme a pour la première fois laissé entrevoir une possible fin de la famille, il ne peut pas terminer ce chemin qu'il a ouvert. Fondamentalement attaché à la propriété privée et à son héritage, s'appuyant sur le patriarcat pour asseoir sa domination, le capitalisme doit être renversé pour mener jusqu'au bout la révolution qu'il a entamée, la fin de la famille et la libération des femmes et des enfants. Bien au contraire, il semble que dans les périodes de difficulté, les crises du capitalisme s'appuient plus largement sur la famille et lui redonnent de fait un poids qui pourtant avait jusque-là pas mal reculé. Seule la classe ouvrière, conquérant la direction de la société, peut vraiment abolir la propriété privée et donc renoncer à l'héritage. Seules les femmes de la classe ouvrière en lutte à mort contre le capital peuvent imposer que toutes les tâches ménagères et l'éducation soient gérées collectivement. On a quand même des pistes sur ce qu'on pourra faire à ce moment-là. Des pistes, bien sûr, donc, qui sont à trouver dans les expériences d'État ouvrier, la Commune de Paris, bien sûr, mais aussi et surtout la Révolution russe, qui a pu aller un peu plus loin, malgré la misère du pays et malgré effectivement le stalinisme qui ont drastiquement limité l'expérience.
Mais oui, effectivement, les moyens dont on dispose aujourd'hui laissent penser qu'il serait encore plus évident aujourd'hui d'en finir avec cette vieillerie et de la ranger au musée avec l'État, le rouet et la hache de bronze. Et on peut entamer la discussion là-dessus.